Europe 1. Le journal de 7h, Maël Hassani, bonjour. Bonjour Thomas, bonjour à tous. Peut-être est-ce le moment pour vous de boucler vos bagages pour enfin partir en vacances. Il y a moins de monde sur les routes et dans les gares aujourd'hui après un week-end très chargé. Et en cette période de grand départ, les agents de la sûreté SNCF sont pleinement mobilisés pour traquer les pickpockets qui voient dans cette affluence massive de voyageurs une belle opportunité. Charles Bouchin a suivi des agents déployés à la gare Montparnasse à Paris pour Europe 1. Au milieu de la gare Montparnasse, Hervé et ses collègues se fondent dans la masse de voyageurs. En cette période de grand départ, les agents de la sûreté ferroviaire veillent au grain. Je te propose qu'on aille sur le train. On regarde le flux qui passe. On garde un œil sur l'embarquement de manière à ce qu'il n'y ait pas de difficulté. Le but, c'est toujours de pouvoir gérer en amont tous les problèmes. Et après plusieurs minutes, les hommes gilets pare-balles bleus sur le dos repèrent un individu suspect et décident de l'arrêter. Alors tiens, est-ce que tu as une pièce d'identité? Sinon, on te ramène au poste. L'homme est en fait bien connu des services. Il sollicite les clients, alors soit il leur demande de l'argent pour s'acheter un billet de train alors qu'ils ne partent pas du tout en train, soit il dérobe aussi des denrées alimentaires dans les concessions. Et ils sont en groupe de 4-5 comme ça sur la gare. Pendant les vacances, ils sont souvent là, oui. Par là. Merci, monsieur. Pas de rien. Autre objet de vigilance en ce moment, les bagages des touristes, cible privilégiée des pickpockets. Donc vous avez les gens, ils ont leur valise qui est à côté d'eux. En fait, ils ne se rendent même pas compte si elle est là ou si elle n'est plus là. Je vous dirais que sur le volume de personnes transportées, on met quand même beaucoup de choses en œuvre pour que ce risque soit minimisé au maximum. Le chef d'unité partage tout au long de sa patrouille ses informations avec les forces de l'ordre, gendarmes et policiers, afin d'assurer au mieux la sécurité des voyageurs tout au long de l'été. Le reportage européen de Charles Bouchin. Les explications étonnantes de l'agresseur du maire de Villeneuve-de-Marre au cours de sa garde à vue. Il explique avoir, je cite, pété un plomb après avoir croisé le maire qui l'aurait regardé avec un sourire sadique. Cet homme de 60 ans est mis en examen pour tentative de meurtre sur personne dépositaire de l'autorité publique et vient de passer sa première nuit en prison. L'élu est toujours hospitalisé mais ses jours ne sont pas en danger. La mise en garde de Bruno Retailleau à l'approche des fêtes de l'Assomption. Le ministre de l'Intérieur demande à tous les préfets de renforcer la sécurité des lieux de culte chrétiens à l'occasion du week-end du 15 août. Il faut dire que les violences anti-chrétiens connaissent une augmentation notable, plus 13% en l'espace d'un an. Signe d'un contexte très tendu que décrit sur Europe 1 le député Renaissance et candidat à la mairie de Poissy dans les Yvelines, Carl Olive. Tout ça est inacceptable, je le dis souvent, moi, à Poissy, la synagogue est toujours surveillée 24 heures sur 24 grâce à Vigipirate et ça nous fait saigner le cœur, c'est insupportable. Malheureusement, le ministre de l'Intérieur a raison d'anticiper parce que toutes les fêtes chrétiennes, toutes les fêtes religieuses en général sont souvent le fait de stigmatisation. Je continue de dire qu'il nous faut une concorde nationale dans notre pays et là encore s'appuyer sur le dialogue interculturel qui me paraît très important parce que moi je ne veux pas stigmatiser, je ne veux pas aller sur l'exception. On a une majorité de nos compatriotes, quelle que soit leur confession, qui veulent bien vivre ensemble et qui vivent bien ensemble à côté d'une minorité qui veut pourrir le quotidien des Français. Et chaque occasion est la bonne et malheureusement le 15 août peut en être une. C'est la raison pour laquelle je souscris pleinement aux décisions du ministre de l'Intérieur. Le député Renaissance des Yvelines, Carl Olive, invité d'Europe 1 matin week-end au micro de Charles Duvillier. Marion nous le disait, plus de 40 degrés attendus dans la moitié sud du pays aujourd'hui. C'est le pic de la deuxième vague de chaleur de l'été. 12 départements du sud-ouest sont placés en alerte rouge canicule, 41 en vigilance orange. Parmi les départements en rouge, l'Aude où un millier de pompiers restent mobilisés pour empêcher toute reprise de feu, alors que le gigantesque incendie qui s'est déclaré mardi dernier a été maîtrisé hier après avoir parcouru près de 17 000 hectares. Ces feux de forêt favorisés par la sécheresse, elles touchent de nombreux départements cette année encore. Des restrictions d'eau sont parfois imposées, des contraintes supplémentaires pour les habitants et des conséquences économiques potentiellement dévastatrices, Mathieu Prior. Oui, et surtout pour les secteurs agricoles et énergétiques, grands consommateurs d'eau, les pertes économiques sont considérables selon Hélène Aramburu, membre du Haut-Commissariat à la stratégie et au plan. Récemment, il y a le ministère en charge de la transition écologique qui a calculé en fait les coûts de la sécheresse en 2022, ils ont estimé les pertes pour le secteur agricole à 500 millions d'euros. Et en matière de production d'énergie hydroélectrique et de production d'énergie nucléaire, la perte a été estimée à plus de 500 millions d'euros en 2022. Mais il existe des solutions pour endiguer ces pertes économiques. Le maître mot, selon Hélène Aramburu, la sobriété. Pour l'agriculture, ça va être planter des variétés moins sensibles à la sécheresse, planter des variétés moins gourmandes en
eau, réduire le travail du sol. Et puis pour l'énergie, c'est bien sûr mettre en place des actions de sobriété énergétique, mais là dans tous les secteurs. Comme l'énergie en fait indirectement consomme de l'eau, consommer moins d'énergie, c'est aussi consommer moins d'eau. Si des mesures ne sont pas prises rapidement, la Banque centrale européenne estime que le manque d'eau menacerait près de 15% de la production économique de la zone euro d'ici 2050. Mathieu Prior. À son tour, l'Australie annonce cette nuit sa volonté de reconnaître un État palestinien dans la foulée de plusieurs pays occidentaux comme la France, décision qui provoque de vifs débats alors que le Hamas contrôle toujours la bande de Gaza. Et pour mettre fin à ce règne, l'État hébreu a lancé en fin de semaine dernière une nouvelle phase de son offensive dans l'enclave. Ce plan est le meilleur moyen pour terminer la guerre, expliquait hier soir le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahou. Il est 7h06, vous écoutez Europe 1 matin. La fin de la guerre en Ukraine également en cours de négociation. Et une rencontre potentiellement décisive est programmée vendredi en Alaska entre Donald Trump et Vladimir Poutine. Le cessez-le-feu semble être directement négocié entre les États-Unis et la Russie sans les Ukrainiens. Cette situation inquiète les pays de l'Union européenne qui refusent de voir Kiev mis à l'écart des discussions. Antoine Bienvaux. Oui, dans une déclaration commune, les principaux dirigeants européens rappellent à Donald Trump que la voie de la paix en Ukraine ne peut être tracée sans les Ukrainiens. Des propos qui sonnent comme un écho à ceux de Volodymyr Zelensky qui avertissait avant-hier que toute décision prise sans l'Ukraine irait à l'encontre de la paix. Plus que jamais unis, les Européens mettent donc la pression sur le président américain. Une stratégie qui, malgré les apparences, pourrait fonctionner, selon Jean-Éric Brana, spécialiste de la politique américaine. Donald Trump a reçu une très forte pression de ses alliés européens dont il ne peut pas se passer. Et c'est vrai que l'invitation à Zelensky serait la moindre des choses. Dans leur déclaration commune, les Européens rappellent que les frontières internationales ne doivent pas être modifiées par la force. Une réponse aux propos de Donald Trump qui, vendredi, pour la première fois, a évoqué l'idée d'un échange de territoire entre la Russie et l'Ukraine. À l'inverse, l'Europe demande au président américain de maintenir la pression sur Moscou et se dit prêt à soutenir cette action sur le plan diplomatique et militaire, tout en appelant une nouvelle fois à poursuivre les sanctions financières à l'encontre de Moscou. Antoine Bienvaux. Et une réunion des ministres des Affaires étrangères de l'Union européenne doit avoir lieu aujourd'hui en visioconférence au sujet donc de la fin de la guerre en Ukraine. La chimiothérapie n'est peut-être pas nécessaire dans tous les cas de cancer du sein, en particulier chez les patientes de plus de 70 ans. C'est en tout cas ce que nous apprend une étude de l'Institut Curie publiée dans la revue médicale The Lancet. Ajouter une chimiothérapie et ses nombreux effets secondaires à un traitement d'hormonothérapie n'aurait peut-être pas de bénéfices clairs pour les femmes âgées, Yasmina Katou. Oui, alors pour rappel, aujourd'hui, pour traiter un cancer du sein hormonodépendant, qui représente la majorité des cancers, on associe, après l'ablation de la tumeur, une chimiothérapie et une hormonothérapie pour éviter les risques de rechute. Mais la chimio entraîne des effets secondaires lourds, d'autant plus pour les personnes âgées. Fatigue extrême, impossibilité de s'habiller, de se déplacer. L'étude menée sur 2000 femmes de plus de 70 ans par Étienne Brun, cancérologue à l'Institut Curie, montre en plus que le bénéfice de cette chimio est très limité. Avec 8 ans de recul, nous ne trouvons pas de bénéfice supérieur lorsque la chimiothérapie est réalisée. C'est comme si cette chimiothérapie ne corrigeait pas le risque de rechute que l'hormonothérapie seule. L'oncologue invite donc les médecins à revoir les protocoles pour toutes leurs patientes âgées. Ça illustre bien que l'intensité du traitement, dans sa dose, dans sa composition, doit être ajustée souvent à la baisse dans cette population plus âgée. Le médecin appelle les chercheurs à inclure plus de malades âgés dans les essais. Aujourd'hui, la majorité des études sont menées sur de jeunes adultes de moins de 65 ans. Yasmina Katou, spécialiste santé à la rédaction d'Europe 1. Vous le ressentez déjà, il va faire très chaud aujourd'hui. Le soleil va briller sur la quasi-totalité du territoire. Et s'il faut être très vigilant face aux fortes chaleurs, le soleil est une très bonne nouvelle pour les professionnels du tourisme. Après un mois de juillet plutôt morose sur la moitié nord, notamment en Alsace, où le nombre de visiteurs accusait le mois dernier une forte baisse. À Kaisersberg, la météo clémente redonne en tout cas le sourire aux commerçants. Le reportage de la correspondante d'Europe 1 dans la région, Mélina Fachin. Nathalie et Patricia, deux amies belges, sirotent leur verre en terrasse sous le soleil enfin de retour. Oui, parce que la semaine passée, on était déjà là. Le vent, la pluie, il n'y avait pas énormément de monde. Ah oui, aujourd'hui, c'est génial. Marjorie Bletner, restauratrice, confirme que la météo de juillet a fait fuir les touristes. La météo et le manque de pouvoir d'achat, clairement. La baisse de clients, moi je dirais 20%. Par rapport aux années passées, habituellement les gens faisaient la queue devant la porte pour avoir une table. On faisait 2 services, là on n'en fait qu'un.
Même constat chez Marie-Laure Noletta, directrice de l'hôtel Clé. En fait, les clients réservent en dernière minute. Et là, maintenant que ça se réchauffe, ça bouge un petit peu plus. Comparé à juillet 2024, tous les secteurs d'activité accusent entre 5 et 25% de baisse. Mais effectivement, maintenant que le soleil est de retour, Sandra Garcia, directrice adjointe de l'Office du tourisme, est optimiste. Il reste tout le mois d'août, on est qu'au début du mois, il reste encore 3 bonnes semaines avant la rentrée scolaire et puis après on aura le mois de septembre qui est aussi en général une bonne saison chez nous. Voilà, donc on espère que ça va rattraper et compenser un peu. Et la bonne nouvelle, c'est que les touristes étrangers, surtout venus du nord de l'Europe, sont un peu plus nombreux cette année. Kaisersberg, Mélina Fachin, Europe 1. Et puis une nouvelle recrue au Paris Saint-Germain. Le défenseur Ilya Zabarny est arrivé hier dans la capitale pour passer sa visite médicale avant de signer un contrat de 5 ans au PSG. Transfert estimé à 63 millions d'euros. L'international ukrainien, âgé de 22 ans, évoluait jusque-là à Bournemouth en Angleterre. Merci Maël Hassani pour votre journal.